Bon, bonjour, bienvenue à tous à ce webinaire sur la surveillance électronique, les applications de traçage et la COVID-19 pour une analyse de la situation globale. Welcome to all to this webinar organisé par le Conseil international du Canada en coopération avec le Collège militaire royal de Saint-Jean et le Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies of Concordia University. Je suis très heureuse donc d'avoir le plaisir d'animer la discussion d'aujourd'hui. Je me présente rapidement avant d'introduire les deux intervenantes d'aujourd'hui. Donc, je me présente Chantal Lavallée, professeure en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean et directrice adjointe du nouveau centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise, le Center for Security and Crisis Governance, CRITIC, qui vise justement à promouvoir, à produire et à développer une expertise pour justement contribuer aux discussions comme celle d'aujourd'hui. Donc, très heureuse d'être avec vous pour animer la discussion. Donc, sans plus tarder, I will introduce Sonia Solomon, is a Researcher Director for McGill Center for Media Technology and Democracy at the Max Bell School of Public Policy. She's currently finishing a PhD on social media platforms and political polarization at McGill's Department of Communication Studies. Sonia works at the intersection of technology, power, and democracy. Her current research is partly focused on platform governance, the role of private companies in shaping public life, and the social implication for artificial intelligence. Welcome. Simon, mon collègue professeur en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean, à l'intersection des technologies et de la culture du contrôle social, ses recherches posent la question du pouvoir, de la résistance dans le contexte des sociétés numérisées. Ses recherches portent plus spécifiquement sur l'activisme et la participation citoyenne, la surveillance des données et la gouvernance algorithmique de la sécurité à l'ère de l'omniprésence numérique et des données massives. Donc, deux intervenants tout à fait bien outillés pour nous éclairer dans les enjeux qui nous préoccupent dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui sur les applications de traçage avant, mais surtout pendant la pandémie actuelle. Donc, avant de commencer, d'ouvrir la discussion, I would just like to address our attendees. We hope it will be as interactive as possible in this format. So you are more than welcome to send your question. We look forward to your question. Just please submit them to the Q&A tools down the screen. Pour tous ceux qui assistent à l'événement virtuellement aujourd'hui, vous êtes invités à transmettre vos questions qu'on va essayer d'inclure dans la discussion, mais il y aura une période à la toute fin où on pourra considérer dans la mesure du possible, la plupart des questions. Donc, juste les inclure dans l'outil questions dans le bas de l'écran. Donc, voilà. Without further ado, I would like to open the discussion, asking both speakers to give general impression about the current use, but also previous use of tracing apps, and how your research help us to better understand issues at stake. So I will start with Sonia. The floor is yours. Thanks. So first, merci to CIC and the Montreal Collège Militaire Royal de Saint-Jean and Mix for having me. It's a pleasure to speak with you today. So I'll just start with maybe a broad discussion of the two main approaches to contact tracing. So we know that any contact tracing app requires the collection of a vast amount of data. And of course, this can compromise personal privacy and increase some security risks, as individuals may be more easily identified or have their personal information, including sensitive health information, exposed. But really, when we talk about contact tracing, we talk about two broad approaches. So there's a GPS-enabled contact tracing, when we talk about digital contact tracing, that is, of course, or contact tracing using Bluetooth. But there's also a exposure notification app which uses Bluetooth. So this is the app that Canada will be rolling out in July. But when we talk about GPS contact tracing, it's important
to know that this uses location data and it shares anonymized location data with health authorities. So if a user tests positive for COVID-19, health authorities can plot their movements, notify other users who have recently visited the same locations, possibly disinfect public spaces, etc. But the issue with location data is it's so sensitive, right? So this is why location data is typically considered a special legal category, which has special unique protections, since it can be used to identify a person's home, their workplace, a school, which can reveal highly sensitive information, right, about professional, political, religious orientations. So there's kind of a big technical limitation when we talk about GPS-enabled contact tracing, because location data can never be fully anonymized. Even if we de-identify location data, it can be used to re-identify individuals, sometimes only using a few data points. So right now, Qatar is using a location-based app, so is India. I know North Dakota has 2 apps. One of them is a location app. It was recently found to be sharing location information with third parties. So there's certainly some issues there with privacy. A Bluetooth-enabled app prioritizes privacy more. So for instance, the Apple Google exposure notification is based on the decentralized privacy preserving proximity tracing, or the DP3T protocol. And Switzerland and Italy currently use this model. And like in contact tracing, the exposure notification uses Bluetooth to signal and communicate with nearby devices, but the information is only shared and stored on individual devices. So an app would then send you a notification to your phone that you have come into contact with someone who has tested positive for COVID-19. But the app does not give you a diagnosis, right? It can encourage you to self-report and get testing. But it's important that it's just an alert to your phone. So of course, one of the key differences here is using a centralized versus decentralized approach. So contact tracing using centralized approach, meaning they would store data on a central server, and it allows greater access to that data. So a government or a central health authority would have access to that data. And decentralized, it's only ever stored on individual devices and shared. So, but there are technical limitations to Bluetooth, right? Like we know that, excuse me, Bluetooth signal is able to get through thin walls, for instance. So there's technical limitations there. Of course, there's limitations to how someone will respond to an alert. It depends on what resources they have, what are their conditions of employment, other factors of home life. So because Bluetooth can be picked up through thin walls, for instance, it cannot ever be fully exact. It cannot also tell you, the app doesn't know if you've used a mask or protective gear when you've encountered the possible exposure. So it's definitely not completely precise. And I would say in our research, looking at kind of the global comparative models and the different approaches, we haven't found too many examples of notification apps or contact tracing really making like a drastic difference. Contact tracing in Singapore, South Korea, and Iceland have said that their contact tracing apps haven't made too much difference. The government of Norway and Lithuania have recently suspended their apps after ruling they weren't necessary or proportionate. So that's kind of a broad overview, and I'm hoping to discuss some of the privacy and surveillance questions more. But I think one thing for me that I think we need to carefully consider about this issue is that what kind of an infrastructure, like what kind of a technological infrastructure we're building in that would enable certain kinds of surveillance, and how are we normalizing private-public partnerships and what that might mean. So I'll leave it there and hopefully get to some interesting questions later. Great, thank you, Sonia. That's a really good start into this complex but fascinating question. So you open already different avenues we will explore it over this hour. So thank you for this start. Maintenant, Simon, vos impressions générales au regard de vos recherches sur justement la problématique de l'application de traçage.
Merci Chantal. Pour parler d'une banalité, peut-être, je pense que c'est important de se rappeler que l'intérêt des gouvernements pour la surveillance vient en fait de la nature du problème. C'est que le COVID, pour gérer le COVID, on n'a pas encore de vaccin, évidemment. On n'a pas non plus d'antiviraux, ce qui fait que les gouvernements ont les mains liées. La seule chose qui leur reste la seule opportunité d'action qui leur reste, c'est d'être en mesure de mieux connaître, mieux contrôler la contagion de la maladie. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que d'une part, ça distingue la surveillance qui est pratiquée par les gouvernements dans le cadre de la COVID de ce qu'elle a pu faire, par exemple, dans l'antiterrorisme. Il y a beaucoup des critiques qui ont été très sévères qui ont été formulées pour le gouvernement à l'endroit de la surveillance antiterroriste, mais ici, pour la gestion de la COVID, on n'est pas dans un processus de prédiction ou d'identification de patterns ou de régularité qui pourrait nous permettre d'identifier des terroristes inconnus, mais vraiment dans un suivi de la mobilité et de la découverte de la contagion. Donc, comment les personnes se sont rencontrées. Donc, pour faire ça, mais évidemment, les technologies de surveillance apparaissent comme la solution la plus facile. Même si on peut avoir des doutes sur cet aspect-là, la technologie apparaît comme salutaire. Et les gouvernements, en grosso modo, pour essayer de résumer plusieurs pratiques, les gouvernements ont utilisé trois approches ou ont poursuivi trois objectifs avec les technologies de surveillance. Dans un premier temps, essayer de documenter la mobilité, surtout pour s'assurer du contrôle des quarantaines. Donc, éviter qu'il y ait des tricheurs qui soient soumis à une quarantaine, mais qui ne la respectent pas et qui commencent à circuler en ville pendant qu'ils sont contagieux. Deuxième objectif, comme Sonia a parlé précédemment, c'était un objectif de traçage des contacts. Donc, être en mesure d'identifier qui les personnes contaminées ou qui auraient contacté le virus auraient pu croiser pour voir comment le virus se répand dans la société. Mais il faut se rappeler ici que si on parle beaucoup de technologie, c'est avant tout une pratique qui est une pratique de surveillance qui est manuelle. Donc, ce sont des employés de la santé publique qui vont appeler les personnes contaminées pour leur demander de faire un suivi de leur déplacement, de leurs contacts. Et c'est une pratique de surveillance, même si elle n'est pas automatisée, qui peut être très intrusive. Donc, qui va poser des questions très précises sur les déplacements, sur la vie, sur les contacts. Donc, ce que la technologie maintenant peut apporter ici, et c'est le souhait qui est formulé par le gouvernement canadien, mais aussi à travers le monde, c'est de pouvoir automatiser cette pratique de surveillance. Et puis, le troisième grand axe d'utilisation des technologies de surveillance aurait été de dresser un portrait macroscopique des déplacements des populations. Donc, plutôt que de faire un suivi individualisé, de déterminer quels sont les grands mouvements de masse pour être en mesure d'identifier quelles sont les zones chaudes, mais aussi comment le virus, à travers ces déplacements collectifs-là, pourrait se propager dans d'autres zones d'une même ville ou à travers un pays ou une province. Donc, c'est les trois grands objectifs qui ont été poursuivis par les gouvernements. Maintenant, au Québec, le débat a été monopolisé presque entièrement autour de la technologie proposée par le MILA, l'application de traçage COVID proposée par le Montreal Institute for Learning Algorithms de Yoshua Bengio, une sommité internationale pour tout ce qui est intelligence artificielle, qui proposait de coupler une application de traçage par Bluetooth, comme Sonia a présenté précédemment, de le coupler à l'intelligence artificielle. Donc, ce que l'application COVID proposait de faire, c'est de suivre les contacts, mais aussi d'analyser, d'inclure des informations supplémentaires, des informations démographiques. Par exemple, l'âge, le sexe, les conditions médicales, et de permettre une analyse à travers l'intelligence artificielle du niveau de risque. Donc, sans promettre de pouvoir faire un diagnostic précis, de proposer quand même une évaluation de risque en fonction de la mobilité, en fonction des contacts. Est-ce que moi, en tant qu'utilisateur,
est-ce que je me suis exposé? Est-ce que je devrais aller consulter, par exemple, la santé publique pour avoir un test de dépistage? Donc, le débat a été articulé au Québec essentiellement autour du COVID. Maintenant, le gouvernement fédéral a décidé de ne pas recommander cette application-là parce qu'elle était trop intrusive, parce qu'elle demandait notamment trop d'informations, toutes les informations démographiques, et s'est tournée vers une autre application qui a été développée par les entreprises Shopify, BlackBerry, sur laquelle on pourra revenir éventuellement. Mais ce qui est intéressant avec le débat qu'on a eu au Québec, c'est que d'une certaine manière, comme l'application COVID était un peu hors norme dans ce qu'elle proposait, on est venu avoir un débat qui a permis d'aller au-delà du débat sur la vie privée. Évidemment, quand on parle de surveillance, la vie privée, c'est un des éléments, c'est le premier élément qui nous vient en tête. Donc, c'est sûr, c'est une question essentielle, mais aussi rapidement, la surveillance nous amène au-delà d'une réflexion sur la vie privée, par exemple, sur quels sont les groupes qui sont marginalisés, quels sont les groupes qui ne peuvent pas bénéficier de la surveillance, mais aussi, dans le cas de l'application COVID-Mila, un des éléments qui était controversé, c'était la centralisation de données au sein d'un organisme à but non lucratif, donc qui soulevait la question de la privatisation des données numérisées. Donc, le débat sur cette privatisation-là porte aussi en son sein la question du débat, est-ce que qui de l'entreprise privée ou de l'État devrait être le mieux placé ou devrait être en position de décider quelles sont les meilleures décisions pour la santé publique du Québec, pour la santé publique du Canada. Et c'est, à mon avis, une des questions qui a été soulevée au Québec, mais qui devrait être portée de l'avant et sur laquelle j'espère qu'on aura aussi la chance de revenir au courant de la prochaine heure. Parfait, merci Simon. Donc, merci à vous deux. Vous avez bien dressé le portrait de la situation, des enjeux au cœur de l'usage de ces applications de traçage, mais au-delà de la surveillance à travers les différentes technologies à notre disposition. Donc, ce qui nous amène, après cette ouverture générale, on a déjà donné plusieurs éléments dont on va reparler de façon plus spécifique dans notre deuxième partie, ou qui, j'espère, sera très interactive. Donc, je vais passer de Sonia à Simon avec des questions plus ciblées. Et j'invite toujours donc les gens du public qui participent à l'événement d'envoyer leurs questions. Et si on peut déjà les inclure dans la discussion, nous le ferons. Donc, après cette introduction plus générale au regard de leurs projets de recherche respectifs et de leur regard sur la situation, I come back now to Sonia to start this second one of questions. And I would like to ask you, what are some questions around privacy and security that the Canadian government should be asking themselves in building and implementing a national contact tracing app? Mm-hmm. Yeah, so that's a great question, and there's definitely a few things. I would say a very important thing to ask is questions around the terms of use for the collected data, for sure. So any proposal for any type of app, Bluetooth, contact tracing, exposure notification, it needs to clearly state who can access the data, who can use and share the data that's collected by the platform, and for what purpose. And now this needs to be limited for health authorities only. So other government agencies, police services, private companies, of course, developers, there needs to be clear restrictions on who can access this data. And the terms of use, I think it's very important that they be clearly communicated to the user. So the user, and this will inform public trust too, right? And public trust is needed in order to get high adoption rates. So transparency and clarity of communication around the data and how our personal data or how our health data is being used, I think is a really important one. I think on that note, we should also be asking how long the data will be retained. So either by the device or the server. It's important that the data is retained only as long as it's needed for the platform's specific functionality. So exposure notification, for instance, necessitates the data be stored for 14 days.
And this is when, after which the risk of the disease transmission from a given encounter has passed, given the current guidelines. So contact tracing, but that's all to say we still don't really know the cause of the virus and all of the different components. But contact tracing app would retain data long past that 2-week period. So I think proposals should explicitly define a timeline for data retention, and then of course users should be informed. And I think lastly, it's important that users are able to delete the app when they no longer need it, and this means that all of their data is deleted as well. And I think that Canada is in a really unique position right now to treat the release of this app as a policy lever to address some of these broader privacy questions. And I think hopefully we can take the lead here, and really set the bar high. Thanks, Sonia. Simon, sur la même lignée, quels sont les risques à la vie privée créés par les applications de traçage? Peut-être Sonia a déjà mentionné quelques éléments, mais c'est des exemples aussi plus concrets. Et si je peux me permettre d'extrapoler la question, les premières utilisations de technologies de traçage ont déjà eu lieu depuis au moins janvier, surtout en Asie, on en a parlé, ça crée quand même déjà beaucoup de débats, une certaine réflexion, des inquiétudes surtout sur les risques potentiels. Et j'aimerais savoir si vous pouvez clarifier en fait de quel risque on parle, est-ce que ces inquiétudes sont fondées, de quel type d'inquiétude on parle, et surtout est-ce qu'on pense utiliser le même genre de technologie au Canada, donc est-ce que ces inquiétudes sont là aussi pour nous, est-ce qu'on devrait aussi s'inquiéter de l'usage de ces technologies? Merci. Merci Chantal. Très bonne et longue question. Dans un premier temps, quels sont les risques à la vie privée qui sont posés par les applications de traçage? Mais je pense qu'il faut dire qu'une application comme celle qui est proposée par le gouvernement canadien, c'est probablement une des applications qui crée le moins de risques à la vie privée. Donc, c'est une application qui est très sécuritaire. Le problème qui pourrait être, et qui est souvent soulevé par les critiques à propos de ce type d'utilisation, de ce type de technologie, c'est plutôt un problème d'efficacité plus qu'un problème de vie privée. Maintenant, si je reviens un peu à rebours, si je fais un pas en arrière, quels sont quand on essaie d'évaluer les risques qui sont soulevés par une technologie de surveillance, on va poser un certain nombre de questions, et dépendamment des réponses évidemment à cette question-là, on va évaluer plus haut ou plus bas le risque. Parmi ces questions-là, Sonia en a déjà soulevé plusieurs, mais une des questions essentielles, c'est quel est le type de données qui sont collectées. Donc, si on parle de données, par exemple, de localisation, que ce soit des données de localisation par GPS ou par traçage cellulaire, c'est-à-dire les coordonnées que notre appareil va transmettre vers les pôles de cellulaire. Donc, c'est des données qui sont très sensibles, comme Sonia en a déjà parlé dans son introduction, mais si je me déplace, les données de localisation GPS peuvent très bien dire mes positions politiques. Est-ce que j'ai participé à une activité politique? Est-ce que j'ai été est-ce que j'ai été consulté un psychologue? Est-ce que j'ai été consulté mon amante? Est-ce que c'est des données très sensibles qui peuvent avoir une portée politique, mais aussi une portée juste personnelle. Donc, et si je profite un peu de l'occasion pour répondre à ta deuxième question, c'est que essentiellement, là où une grande partie de la controverse qui avait été soulevée ou des inquiétudes qui étaient générées dans les premiers mois, quand on regardait la pandémie comme quelque chose qui était loin, comme quelque chose qui est en Asie, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire ça? Est-ce qu'on va faire ça nous aussi? Mais de quoi est-ce qu'il s'agissait? C'était beaucoup de la collecte de données GPS pour assurer la fonction, l'objectif était d'assurer le contrôle d'abord et avant tout des quarantaines. Donc, comme à Hong Kong, les personnes se faisaient remettre un bracelet qui donnait des coordonnées GPS, donc qui s'assurait que la personne, si elle était confinée,
en quarantaine et elle venait à sortir de chez elle, mais les données GPS allaient pouvoir être collectées par les autorités qui allaient pouvoir intervenir, donner une sanction ou se présenter pour essayer de rapporter la personne à son lieu de confinement. À la Corée du Sud, utiliser le même type d'application. Donc, c'était des données évidemment très, très intrusives parce qu'on est capable de suivre, c'est pratiquement une prison, on est capable de suivre la personne en temps réel de façon relativement précise parce que le GPS, c'est pas non plus ce qu'on voit dans les films, c'est pas parfait. Il y a quand même des limites à la technologie, mais donc très, très intrusif. Ici, ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas l'application de traçage, ne collecte pas les données de GPS, c'est vraiment un échange de poignées de main numérique à travers la technologie Bluetooth. Donc, mais sinon, les autres grandes questions qu'on va soulever en lien avec la vie privée, ce sera donc quel type de données, mais aussi est-ce que les données sont cryptées ou est-ce que les données sont en clair? Est-ce que les données vont être anonymisées? Est-ce qu'elles vont permettre d'identifier directement une personne? Par exemple, des données anonymes. Personne s'est offusqué lorsque le premier ministre Legault a présenté le Google Mobility Report, qui agrège des données de GPS de dizaines, de centaines de milliers de personnes pour donner un portrait de la population de masse. Personne s'est offusqué de ça parce que les données, elles étaient anonymisées à travers la somme d'informations. Mais évidemment, lorsqu'il y a une désanonymisation de la donnée, là, on se retrouve dans une problématique beaucoup plus grande. Est-ce que les données sont anonymisées? Où les données sont-elles entreposées sur un téléphone, sur l'appareil mobile ou encore dans un serveur centralisé? Un serveur centralisé, on l'a vu, il y a des risques de fuite de données. Par exemple, je pense que tout le monde a encore l'exemple du cas de Desjardins en tête, qui est récent l'année dernière, où une masse de données dans un serveur unique créait des dangers soit de fuite pour une mauvaise utilisation, ou encore à cause d'une utilisation malveillante. Donc, est-ce que les données sont centralisées ou sur les téléphones cellulaires? Qui a accès aux données, comme Sonia a dit aussi précédemment? Est-ce que c'est uniquement la santé publique? Probablement que plusieurs seraient beaucoup plus enclins à permettre à la santé publique d'accéder à des données sensibles, mais qui ne voudraient absolument pas que les compagnies privées ou encore la police aient accès à ces mêmes données-là. Donc, des questions de volontariat aussi. Est-ce que l'application est volontaire ou est-ce qu'elle est plutôt obligatoire? Est-elle temporaire ou permanente? Donc, toutes des questions qui sont liées à l'évaluation du risque à la vie privée. Dans le cas de ce qui est proposé aussi ici au Canada, mais aussi de façon assez large dans le monde occidental, c'est des applications de traçage par Bluetooth qui sont très sécuritaires. Donc, les données sont cryptées, ce n'est pas des données de localisation, c'est des données qui sont stockées sur des téléphones intelligents plutôt que dans des serveurs centrales. Il n'y a pas réellement de données qui sont partagées avec les autorités. C'est une quantité minimale d'informations. Donc, c'est des données très sécuritaires. La question, par contre, c'est est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter? Ou est-ce que c'est le mirage technologique? Alors là, c'est une autre question. Mais cela dit, on est loin des pratiques, des technologies qui ont été imposées en Corée, en Chine, à Singapour, qui étaient à Taïwan, qui étaient beaucoup axées sur la localisation, mais qui étaient aussi obligatoires. Les citoyens n'avaient pas le luxe de dire non, je ne suis pas intéressé à utiliser ces technologies. Parfait, merci Simon, très éclairant. I would like to continue on this line with Sonia as well. Simon already underlined many aspects of my next question, but I would like also to hear from your point of view. Indeed, a lot of debate and conversation have been focused around developing the app. Which app to develop? How to ensure privacy? Now that we know Canada will have a nationwide voluntary app, should there be restrictions on continued use if certain protections are not met? What should those be? Mm-hmm. Yeah, so that's a great question. And I think it's endemic of how we often talk about technology and the wider kind of frame of techno-solutionism, because we focus a lot on the development and the production and of course the risks. But I think it's important to highlight that
we should evaluate these apps through their life cycle and through the use. I definitely think we need to have certain restrictions in place even after it's deployed. And the app should be suspended if, if there are key things that are not met. So if it's deemed ineffective at slowing transmission or accurately informing users. So the efficiency is one angle. If it's shown to be vulnerable to data misuse or security breaches or malicious attacks, there's a lot of debate about the benefits of having a testing phase for an app because of the expedited nature of this crisis. We don't get to have that luxury. So I think certain things might only reveal themselves once this app is in use. And then also if it's shown to cause undue harm or discrimination of users or infringe upon individual rights and freedoms, especially when we know that groups that are the most marginalized groups in our society will bear the brunt of some of these risks. And so, yeah, I definitely think we should have restrictions that go beyond evaluating at this stage. Great, thank you, Sonia. Simon, pour revenir à un aspect que vous avez effleuré dans votre présentation, la protection de la vie privée risque-t-elle jusqu'à un certain point de miner l'efficacité de l'application, des applications de traçage? En fait, comment concilier des enjeux éthiques réels de sécurité avec finalement l'efficacité des technologies utilisées, l'atteinte des objectifs dont vous avez parlé dans votre présentation introductive. Donc, comment concilier protection de la vie privée, enjeux éthiques et efficacité des technologies? C'est une question... c'est une question profondément politique, mais qu'on essaie d'aborder sous l'angle des technologies. Évidemment, chaque technologie va présenter des risques de fuite, des risques d'utilisation malveillante, des risques de générer des données qui pourraient être utilisées pour d'autres fins que celles qui sont proposées. Dans ce contexte-là, disons, pour répondre à la première partie de la question, est-ce que les considérations pour la vie privée vont affecter l'efficacité? Mais je pense que dans le développement même de la technologie Bluetooth, je ne vais pas revenir trop profondément parce que Sonia en a parlé longtemps dans son introduction, mais la technologie Bluetooth a un grand nombre de failles elle-même. Je veux dire, dans sa technologie, il y a plusieurs failles, c'est-à-dire qu'elle risque de générer plusieurs faux positifs qui sont, sans rentrer trop dans le jargon, les faux positifs, c'est déclarer quelqu'un comme potentiellement à risque alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Et la raison pour laquelle la technologie Bluetooth peut générer ce type de verdict-là, c'est que l'onde de Bluetooth se répand donc dans une distance d'environ 9 mètres et selon le codage qui est fait par la technologie, l'onde se répand dans un rayon et va capter des clés d'autres individus, même si en fait les risques réels de contamination sont très faibles. Par exemple, le Bluetooth peut se connecter à travers un mur, alors que le virus, lui, ne va pas se transmettre à travers un mur. Donc, je pourrais avoir comme contact que je suis à risque d'être contaminé par mon voisin, alors qu'en réalité, ce n'est pas un risque réel si je ne l'ai pas croisé. Donc, ce genre de limitation-là qui est à même la technologie qui risque de générer plusieurs faux positifs. Donc, dans cette technologie-là, oui, on va avoir des limitations à son efficacité, mais je pense que la vraie question politique, c'est est-ce qu'on est prêt à faire confiance au gouvernement? C'est une question de confiance avant tout, plus qu'une question de technologie. On a peur que les technologies que les données collectées soient utilisées à de mauvais escients. C'est une peur qui est absolument légitime parce qu'on l'a vu par exemple dans la lutte antiterroriste
que les données ont contribué à discriminer certains groupes et à cibler certains groupes alors qu'il n'y avait pas de motif raisonnable pour le faire. Mais si dans ce contexte-là, le débat est politique et en est un de confiance, peut-être que la solution n'est pas technologique, mais plutôt politique, d'essayer de s'assurer, comme Sonia a précisé aussi, de s'assurer une transparence autour de la technologie et autour de l'administration des données, de s'assurer qu'il y a un cadre législatif clair, de s'assurer qu'il y a aussi des tiers qui ont accès à l'utilisation, qui peuvent évaluer l'utilisation qui en est faite et mettre fin à l'expérience si elle s'avère être néfaste ou cibler à tort certains groupes. Excellent, merci Simon. For Sonia, I would like to just jump and use one question sent by one of the attendees. And Simon, feel free after to react also on that. But first, Sonia, so I will read the question. Does the voluntary use of an app designed for surveillance with the intent of providing a measure of control not imply a degree of surrender of privacy? Assuming every measure possible to protect privacy is applied, do we not at some point on a certain degree of acceptance of surveillance at the price of participation? And maybe you can also read the question if I was not clear reading it. Yeah. Thanks, Sonia. I just saw it. It's a great question. I would say that currently, unfortunately, yes, but I do think that there are some issues around that kind of framing of security or protection against what we give up. And I think it really shows how we think of privacy, whether we think of privacy as a fundamental right, or whether we think of privacy as more kind of a currency for protection. So we see this latter view is really prominent in the US. And in some of the legislation and rules that they have around privacy. And we see the opposite view in the EU, where privacy is more of a value and a rights, rooted in a rights-based approach. So I think this question is really great because it gets at some of the tensions at play here. And I would say beyond this kind of debate about privacy and security, I think we should be asking also what kinds of protections we have in place beyond just what the companies are going to guarantee us. So I think it's great that we're using decentralized approaches. I think it's great that companies are prioritizing privacy and all of this. But you know, for my personally, I would rather have these things be rooted in law and policy, right? So for instance, here's an example. Apple has blocked the use of background Bluetooth when data is collected by an application, when that data is moved off the device. So meaning any app using a centralized server wouldn't work. And we saw this problem come up with Alberta's application, AB Trace Together. And the application can only work when the phone is open on the app, right? And therefore it has little ability to accurately trace contact. And various countries, including France, have asked Apple to lift this ban, and Apple has refused to do so. So I think this points to an important policy question regarding the need for things like sunset provisions, which are time limitations for law and policy, to safeguard against what has already been demonstrated as kind of an inability to overturn certain private decision-making about public health and about public security. So I think these technical decisions are good now. They prioritize privacy and wider adoption, but I think we need to think about future repurposing and future use. Great, thank you, Sonia. Simon, est-ce que vous voulez rajouter quelques éléments ou on peut passer à la seconde question? Non, je pense qu'on peut. Je pense que Sonia a très bien répondu à la question. Je pense qu'on peut passer. Parfait. Excellent. Donc, après avoir discuté plutôt la situation au Canada avec la décision d'utiliser une des technologies de traçage, si on essaie d'évaluer, donc on a évalué l'impact sur
la vie privée, mais pourquoi ne pouvons-nous limiter la question de la surveillance à l'enjeu de la vie privée? Donc, au-delà de la vie privée, des enjeux à cet égard, quels sont les autres enjeux qu'on pourrait aussi mentionner dans la discussion d'aujourd'hui? Je prends l'initiative de répondre. Il y a plusieurs enjeux. Les critiques soulèvent souvent l'enjeu de la marginalisation, l'enjeu de marginalisation, exclusion de l'efficacité, mais un point qui m'apparaît absolument essentiel, c'est celui de la place qu'on attribue aux acteurs privés dans les décisions qui sont prises pour la santé publique. Alors, dans le cadre dans les réflexions un peu usuelles qu'on a sur la surveillance, quand on pense à surveillance, on pense souvent à Big Brother et l'image d'un renforcement de l'État. Mais ce qu'on constate dans le cadre des applications de traçage, c'est peut-être plutôt un renforcement des entreprises privées au profit de décisions qui devraient ou qui devraient carrément être prises par l'État et devraient faire place à un débat public. Par exemple, si les applications de traçage qui se développent en Occident, on peut les généraliser, c'est pas parce que c'est nécessairement la meilleure ou la seule idée qui existe, mais c'est parce que les autres tentatives qui ont été faites, notamment en Europe, par la France, Sonia en a glissé un mot, par l'Allemagne, par le Royaume-Uni, de développer leur propre application, ont rencontré une contrainte technique essentielle qui était liée au téléphone même, qui était liée au système d'opération des téléphones. Donc, Sonia a glissé un mot des contraintes d'avoir une fonctionnalité Bluetooth qui marche qui fonctionne pendant que le téléphone est en veille, qui limite l'utilisation de la technologie Bluetooth. La France avait demandé, l'Allemagne aussi, l'Union européenne travaillait sur ça conjointement, d'essayer de développer une application de traçage par Bluetooth, mais avec la possibilité de centraliser les données dans un serveur unique qui faciliterait l'analyse des données par les analystes. Cette décision, pour ce faire, la France, l'État avait besoin avait besoin que Apple principalement, mais Google également, décide de modifier leur système d'opération pour permettre à la technologie Bluetooth de fonctionner en arrière-plan, ce que Apple a refusé. Évidemment, le projet de collecter des données de façon centralisée créait des risques à la vie privée qui étaient plus grands que d'avoir des données qui sont collectées sur un téléphone intelligent. Donc, ça c'est sûr, personne, je pense, nie cette réalité-là. Mais le problème, ce n'est pas tant que ce n'est pas en soi le danger à la vie privée ou la protection de la vie privée, mais c'est qu'elle a une décision qui est profondément politique, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire, nous, comment est-ce qu'on veut gérer le COVID, d'assurer la santé publique de notre population, a été prise par deux entreprises privées en partenariat, par Google et Apple, qui ont décidé, nous refuserons de modifier notre système d'exploitation et en contrepartie, nous allons développer notre propre API, interface de programmation d'applications pour faciliter le développement d'applications, mais à condition que celles qui sont développées assurent la plus grande protection de la vie privée et qui entreposent des données uniquement sur les téléphones. Dans ce contexte-là, la décision d'Apple et de Google a été reçue très, très positivement parce que voici deux entreprises qui vont au-devant des besoins et qui se présentent comme des bons citoyens, qui proposent leur technologie. Voici, nous ouvrons nos portes à vous pour développer vos propres applications. Mais en réalité, derrière cet acte de responsabilité citoyenne, ce qu'on retrouve, c'est une décision d'entreprise qui vient sabrer complètement un débat public qui devrait être pris et qui devrait être prise par des entités aussi qui sont redevables à la population, qui doivent rendre des comptes, ce que Google et Apple n'ont pas à faire. Donc, dans le contexte actuel, ce qu'on retrouve, pour reprendre ta question, pour répondre à ta question, un des éléments fondamentaux, c'est qu'on vient à sabrer la décision citoyenne, la décision démocratique
à travers un projet, une politique qui est établie par design, un projet idéologique qui est inscrit à même la technologie, le design de la technologie. D'accord, merci beaucoup. Sonia, apart from question around privacy and security, what concerns you about the private-public partnership of technology companies in public health? Yeah, so I think it's a good question. I mean, a lot concerns me. One of the key things that came up was in a recent podcast interview on the Big Tech podcast with Carly Kind of the Ada Lovelace Institute in London. And she really talked about the gulf between technology and political power as getting closer, all the while the power of private technology companies is getting bigger. And so as my colleague Simon has discussed, you know, the power that we're affording to private companies and private decision-making really needs to be evaluated. And I think what worries me too is more conceptually, I think it kind of depoliticizes technology in a way because it fuels this mysticism and this, you know, what we often call techno-solutionism, like technology is the solution to social problems and to public problems. And we have to treat COVID apps, I think, as one part of a broader public health policy, which includes other things like social distancing, et cetera. You know, it brings up the point of how are we as a society and as our public infrastructure, how are we able to respond to the technology? So let's say an app sends 500,000, you know, notifications to get tested in one day, and every person complies and says, okay, I'm gonna go get tested. You know, this is probably rare, but do countries have the adequate infrastructure in place to carry out these suggestions? And in Canada's example, I think we really need to clearly explain to users what a notification app can do and cannot do. And we need to make sure that we can point people to local resources depending on the notification that they get. And as well as how to consider the disproportionate resources and the disproportionate availabilities that people have, especially marginalized groups, right? So proximity to get essential groceries and essential services. We know that during COVID, there's been an increase in domestic violence. So an alert suggesting that you self-isolate at home, you know, there's many different layers of things to consider here. One of them is, you know, how to mitigate panic if users are getting multiple notifications a day, thinking that this notification of exposure correlates directly to a diagnosis. And not just like a possible risk, which is not mathematically guaranteed by the app either. So I think there's a lot beyond just the privacy debate here to consider. Great, thank you, Sonia. Now time is running. We're already entering the last 10 minutes where I would like to look at the question from the attendees. There are several questions that I will start with. I will combine two of them, which are directly linked to the final answer remark from both of you, but especially Sonia. So I will still continue with Sonia, but please, Simon, after, please join in the discussion, but it's just in the same line, Sonia. So beyond the privacy question, and you can have also, if you check the question down in the tools, you can read it as well if I'm not clear. So beyond the privacy question that are being put forth, such as data retention, transparency, and informed consent, how can government and civil society ensure that most marginalized communities, asylum seekers, immigrants who are already suffering the most from the crisis are not taken advantage and further marginalized by this data-informed system? And just as sub-question is the other one, who also linked the government of Canada and third parties. Our government and civil society can ensure that these data collection systems are not weaponized in an effort to further police the pandemic. So I think we can link both questions. So please. Yeah, I think that those are very, very important questions, and I'm very glad that they're being asked. I think the first question echoes some of the comments I just made.
but definitely we already know that certain groups are going to be differently affected by the use of surveillance technology. So we tend to think of surveillance as like this top-down thing that affects everyone in the same way. And that's unfortunately, or that's just simply not the case. I think we can see some of this already coming up in the high adoption rates that would need to be employed for the app to be, for any app to be successful. So I think the latest estimate has been around 60% of residents would need to download and use the app to slow the transmission. I think for now, Australia is the only one to have hit their adoption rate of 40% of smartphone users without mandated use. But they have significant concerns about failure rates in Australia. But I think the high adoption rate presents a lot of challenges when we think about digital exclusion. So people who don't have a smartphone, who are automatically excluded, people who don't have the digital skills to use apps properly, those who experience periodic poverty or do not have consistent data plans or Wi-Fi access. Children won't be using these phones. And of course, we know that they're slightly excluded from the risk group, but it's about measuring who comes into contact, right? So there's an issue there. And then of course, how might this exclude those who are at most risk, which is the elderly population. So low income populations and older populations. How does you know, the very use of a digital app, just in its very simple form, exclude certain groups that we know are going to bear the brunt of this differently. Thank you, Sonia. Simon, on vient de recevoir une question que j'aimerais vous adresser dans la lignée aussi des enjeux que vous avez mentionnés d'un point de vue aussi des enjeux politiques. Donc, la question, vous pouvez aussi lire dans la section questions-réponses. Si l'on envisage l'utilisation d'applications de traçage d'un point de vue politique, ne devrions-nous pas aussi considérer la proportionnalité, c'est-à-dire les moyens qui permettent de mitiger l'ampleur des inconvénients, dans ce cas-ci, le confinement de masse et la solidarité? Dans ce contexte, quelle pourrait être une alternative raisonnable? C'est sûr que la proportionnalité est au cœur de la réflexion sur l'utilisation des technologies. Il ne faut pas que la technologie ne doit pas amener plus d'effets contraignants ou néfastes que d'effets positifs. Maintenant, parmi les moyens qui permettent de mitiger l'ampleur des inconvénients, c'est sûr que l'application de traçage paraissent intéressantes parce qu'elle nous donne l'impression de pouvoir faire un suivi en temps direct, mais en même temps, elle crée aussi des risques soit de faux positifs ou d'exclusion, mais aussi de comportements qui pourraient être jugés dangereux en se sentant plus en confiance en ayant une technologie comme ça. Peut-être que certains individus vont être encouragés à faire des comportements plus à risque, sachant que la technologie va être en mesure de les informer s'il y a justement eu un risque ou non. Donc, c'est toujours difficile à prévoir comment les individus vont réagir face à des technologies comme ça, mais ce que j'aimerais souligner par contre, c'est que parmi les pays qui s'en sortent le mieux en Occident, on peut penser à l'Allemagne et même s'ils ont eu même s'ils sont en train de développer comme les autres pays une application ou réfléchissent à développer une application de traçage par Bluetooth, en fait, la clé de leur succès que plusieurs observateurs notent, c'est pas une technologie, mais en fait, c'est le recours manuel au traçage des contacts. Donc, le recours à des employés de la santé publique qui font un traçage manuel, qui appellent les personnes pour suivre ce tracé-là, pour suivre le tracé, suivre la mobilité. Donc, peut-être que la solution, en fait, ce n'est pas tant d'essayer de tout investir dans une technologie, de rêver que la technologie va nous donner la solution, mais de plutôt investir dans une main-d'œuvre qualifié qui va être en mesure de faire un suivi décentralisé de
de la mobilité. Donc, peut-être que la solution passe justement par moins de technologie plutôt que plus de technologie. D'accord, merci Simon. Rapidement, Sonia, just if you can be really short in your answer. A last question we receive, will the use of a VPN prelude third-party sharing of location information, or is it vulnerable by backtracing as soon as or whenever it gets to a contact tracing app? Mm-hmm. So VPN only affects the IP address. So location could still be shared using Wi-Fi or GPS or other means. Oh, wow, fantastic. That was really a short answer. Fantastic. I tried, yeah, I'm looking at the time. Indeed. So I think we answer almost all questions from the attendees, if I'm not mistaken. If I check just final, there were one question, but Simon answered about les applications en France, Australie, ont-elles montré des résultats? Vous avez déjà un petit peu répondu, mais je ne sais pas si en 30 secondes, vous vouliez rajouter quelque chose sur les résultats qu'on peut voir ailleurs? Résultat très mitigé parce que le problème, c'est, Sonia l'a mentionné, c'est pour qu'elle soit efficace, les applications ont besoin d'avoir une grande acceptabilité sociale, c'est-à-dire un très haut pourcentage d'utilisateurs. Généralement, on parle de 60% d'utilisateurs et pratiquement aucun pays était en mesure d'atteindre ce ratio-là. Donc, la France, on parle de 2% d'utilisateurs uniquement. Donc, dans ce contexte-là, les applications de traçage ont une efficacité très marginale. D'accord, merci. Donc, c'est ce qui conclut le webinaire d'aujourd'hui. Je pense qu'on a vu vraiment les différentes facettes pour conclure avec quand même une note plutôt mitigée sur l'utilisation des applications de traçage. J'espère que vous avez apprécié l'événement. Merci à tous et merci aux organisateurs pour le support technique et organisationnel. Et merci aux deux panélistes, Simon et Sonia. Au plaisir de vous retrouver pour un autre événement. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.